voudrais faire un slam pour une grande dame que je connais depuis tout petit. Je voudrais faire un slam pour celle qui voit ma vieille canne du lundi au samedi. Je voudrais faire un slam pour une vieille femme dans laquelle j'ai grandi. Je voudrais faire un slam pour cette banlieue nord banale qu'on appelle Saint-Denis. Prends la ligne B du RER et R dans les rues sévères d'une ville pleine de caractère. Prends la ligne 13 du métro et le McDo dans le restaurant pleine de Volgo et profonde. Si t'aimes voyager, tu prends le tramway, tu vas au marché. En 1 heure, tu traverses Alger et Tanger. Tu verras des Lugos, des Roms, puis je t'emmènerai à Lisbonne. Il y a 2 pas de New Delhi et de Karachi, t'as vu, j'ai révisé ma géographie. Je t'emmènerai bouffer du Bamako et si tu préfères, on va juste derrière, manger une crêpe, comme ça sans Quimper, une sanctuaire, une mystère. En passant par ici, on verra aux Antilles. Marché de Saint-Denis, tu choisis. Si t'aimes pas être musclé, tu devras rester zen. Si on prendra le saxon avec ta bande, c'est comme le marché, on ira chez Mar, c'est un magasin pas cher. Sa rue préférée, les petits rebeux bien sapés aux petits talons que je fais. Les magasins de sang, un peu de danse. Les ateliers de galère, les méthodes adhérentes. Si on va à la poste, la rue de la République, même à la basilique, je suis tombé les rois de France, de quoi le savoir, la géographie, le son l'histoire. Derrière ce bâtiment monumental, je fais la rue d'Arruel, un petit lieu péninsulaire. Pour 3 fois rien, je connais bien tous les petits trains un peu poisseux. Faut pas tous les fois rien, pour le jet set des aristocrates. Ce soir, pas grand chose à faire, pas grand chose d'hiver. Par le cinéma social, les autres viennent au banc. Nous, caméra dans Solar rêve de dire un jour je pèse. Mais ce que plus j'aime, je pèse. Soit une vie plus rose, mais je suis vivant. C'est parce que c'est quelque chose pour moi, elle est défend. Je connais bien ces rouages, je connais bien ces virages. Dans du passage, j'aime avant le passage. Belle page, 200 000 visages, 100 000 cents, 96, 200 Donc, en répit, en provenance de Saint-Denis, ce soir encore, à l'actif du Grand Nord, qui notre avance est une Alors chaîne, encore une ascension, une nouvelle accession. Suprême TM encore et toujours en action. Devant toi je suis bien, je fonce et j'aime ça. Quant à toi là-bas, toi qui m'écoutes, je retire de ton crâne maintenant le dernier doute. Vois mes paroles et retiens-les bien car je détiens enfin dans mes mains la solution pour guérir tes maux de tête. Je t'envoie ma potion. C'est une potion anale, elle est fatale, elle fait mal. Écarte donc ton trou de balle. Mon nom est Chaîne, inventeur de la sodomie verbale. c'est clair. T'as le toucher ni ta mère, Donc à l'endroit comme à l'envers, c'est clair. J'ai le toucher ni ta mère, sur les côtés comme par derrière, c'est clair. J'ai le toucher ni ta mère, donc à l'endroit comme à l'envers, sur les côtés comme par derrière, c'est clair. J'ai le toucher ni ta mère. Au départ jouer star, relevant les flambeaux, déchaînant les passions avec la même conviction. Hardcore, à l'actif du Nord. cible atteinte, je resserre mon étreinte. L'arrogance n'est pas feinte, car mes rimes sont brutes et aussi hardcore que mes poissons du Grand Nord. À quoi ça sert que tu luttes? Le style fuge, je m'amuse de plus en plus vite, quel que soit ton trip. MPM suprême, dénie ta mère pour t'envoyer. Oui, ta mère est l'offrande, s'offrant ni au gré des vents, inspirant mon élan. Donc plus pervers, Bas Robert, J-O-Y-S-T-A-R, les bourgs bien accrochés pour extraire, faire taire les toys. Mais peut-être que tu n'as pas compris Que ce soir encore, à l'actif du Grand Nord. moi je n'ai pas tort, tout le postier dehors, les têtes sont déjà morts. Car souviens-toi, oui j'adore martyriser, piétiner, avec un plaisir malsain. Ok, joué, c'est clair. T'as le toucher ni ta mère. Alors d'accord, encore plus fort sous ton cocktail et ton sang car plus hardcore, je mystifie à tout moment l'insignifiant, le concurrent, le vent vient du Grand Nord. Soufflant le toy, C'est clair, j'ai le toucher ni ta mère, donc à l'endroit comme à l'envers, c'est clair. J'ai le toucher ni ta mère, donc à l'endroit comme à l'envers, sur les côtés comme par derrière, c'est clair. J'ai le toucher ni ta mère. Je compte à ton esprit, à faire l'effort. Plus mon texte avance, plus je sens que je fais fort. Encore hardcore dans le temps et pour le Nord, suis ma pensée. Observe mes pas, je joue avec les mots tout en restant sur le tempo, hein. Et avec quelle facilité. Fascinant cette façon de façonner les sons, ta mère.
Quant aux jardins ouvriers, ou aussi appelés jardins familiaux, qui se trouvent souvent aux abords des grandes villes, eh bien, ils sont un havre de verdure pour tous les jardiniers amateurs. Regardez cet exemple à Saint-Denis, c'est en région parisienne. Maude Brunel nous offre quelques minutes de fraîcheur pour commencer cette émission. Je suis arrivé dans les jardins familiaux, c'était en 1949, et c'était plutôt de la friche, du bidonville. Alors là, c'était vraiment le bidonville. Ils seront dans le suron, ils sont d'équerre. Des allées n'importe comment, des cabanons faits à la veut que je te pousse, il a fallu mettre de l'or. On m'a surnommé l'adjudant du fort, ou le bulldozer. C'était l'un ou l'autre. Voilà comment Gilbert Fest, 74 ans, règne aujourd'hui sur un royaume paisible, 2 hectares, 104 jardinets, qui s'épanouissent à l'ombre du fort de l'Est et de la cité des 4000. Ici, on parle un langage que seuls les initiés comprennent. J'ai repiqué les poireaux. Déjà? Ah ouais. Oh, ils sont petits. Ah non, pas ceux-là. Ah, pour cela. Du monstrueux d'Elbeuf, Ah, d'accord. sous châssis. Il est Ah, prêt. celui qui est là-bas. Ouais. Il est plus précoce. Ah oui, c'est Hein? pour l'automne. Pour Hein? l'automne jusqu'à janvier. Ici, on vous parlera de bleu de Solèze, d'oïdium traité à la bouillie bordelaise. Les conseils s'échangent par-dessus les clôtures. Le jardinage est une affaire de passionnés. Une manière pour pouvoir faire un jardin et aimer le jardin, à la base c'est dans les gènes. Ce qui est intéressant, c'est de se poser du pourquoi. Quand il y a quelque chose qui ne pousse pas, il y a toujours un facteur. Et donc ça avec les collègues, c'est dans la conversation qu'on peut arriver à résoudre son secret. Et chaque jardinier a son secret. J'en ai trop pour faire ça. J'avais fait des asperges, j'ai arrêté les asperges, j'ai fait des fraises. C'est surtout un petit peu des défis pour moi-même, pour savoir. Là, j'ai fait des artichauts cette année, j'en avais jamais fait. Donc à la limite, je sais pas trop où je vais là. Mais bon, jusqu'ici, ça pousse. Hein, c'est une histoire d'observation, le jardinage. Là, si on pouvait la tailler d'ici le 15, un petit peu. Oh non, parce que... Juste les brancher, disons. Là, le jardin, c'est le bonheur du jardinier. Disons, vous venez au jardin, vous oubliez vos soucis. Et puis même si vous ne voulez pas les oublier, ça, le travail du jardin vous oblige à l'oublier. C'est vous concentrer sur autre chose. Une mauvaise herbe qui est là, un semis à faire, des fleurs à repiquer, un arbre fruitier à traiter. En général, tous les gens s'entendent bien, soit qu'ils vont trinquer ensemble parce que c'est un anniversaire ou une fête, ou ainsi de suite. Et puis, en dehors de ça, ils discutent, c'est pas j'arrive dans mon jardin et je connais pas le voisin. Pas comme dans les immeubles maintenant. Et quand il bine, qu'il bêche, Gérard n'oublie jamais la fragilité de son domaine. L'armée est propriétaire du terrain, elle peut décider à tout moment de le récupérer. Alors, les jardiniers n'auraient qu'un mois pour quitter leur oasis de verdure, et il leur faudrait sans doute beaucoup plus de temps encore pour l'oublier. C'est à quelques kilomètres de là, et à première vue, ce n'est qu'une jolie maison et son jardin. Derrière ces haies, on s'imagine une belle campagne, on se croirait même à 2 pas de la mer. En fait, nous sommes dans un univers de béton à la plaine Saint-Denis en banlieue parisienne. Et la jolie maison est carrément sur le toit d'un studio de télévision. C'est l'étonnante demeure du producteur d'Hélène et les garçons, Jean-Luc Azoulay, l'homme à la chemise blanche, en compagnie de son architecte, Monsieur Rodier. Il y a 10 ans, il a cette idée un peu saugrenue de construire sa maison au-dessus de ses studios. Voilà, c'est chez vous. Voilà, vous êtes au chalet. Pourquoi avoir décidé de construire votre maison ici? Parce que d'une part, j'aimais pas beaucoup les transports, et d'autre part, je cherchais un appartement avec terrasse dans Paris, ce qui était totalement introuvable. Et puis à ce moment-là, on a construit des studios avec Monsieur Rodier, notre architecte, et j'ai réalisé qu'on avait un toit de 2000 mètres carrés. Et je lui ai dit, mais pourquoi sur ce toit on ne mettrait pas une maison? Canapé design, haut plafond, tout en bois et en acier, l'intérieur ressemble à un décor de sitcom. C'est une maison à l'américaine de 200 mètres carrés avec le bar et la spacieuse salle à manger. Il y a même une passerelle pour aller admirer la vue sur le Sacré-Cœur. Mais le plus étonnant dans cette maison sur le toit, c'est le jardin. Et donc voilà, l'intérêt de cette maison, c'est surtout d'avoir une vraie maison avec un vrai jardin, avec une vraie pelouse, des vrais arbres. Et comment vous avez monté la terre ici? Tout a été monté, ça il y a
Vous avez dit, monsieur, une tonne par mètre carré, c'est ça? Oh oui, oui, oui. Une tonne de terre par mètre carré. Oui. Et il y a combien de mètres carrés? 2000 à peu près? Oui, 2000, oui, pas loin de 2000. 2000 mètres carrés de jardin avec piscine recouverte aujourd'hui et un vrai potager. Tout compris, ce petit caprice lui a coûté à l'époque 4 millions de francs. L'ensemble, tout compris. Il n'est pas excessif pour une telle Donc, maison par rapport à ce que c'est vrai que pour ça, j'aurais eu un 3 pièces dans Paris, quoi. Et sans terrasse. Le patron de la supérette de Saint-Denis en région parisienne a affirmé avoir été de nouveau agressé hier soir. D'après ses propos, les faits se sont déroulés quelques heures après qu'il a été reçu au ministère de l'Intérieur, où il était venu expliquer que son commerce avait été plusieurs fois attaqué. Il avait d'ailleurs reçu l'engagement d'une présence policière renforcée. Les détails avec Pierre Nicolas et Daniel Petit-Queno. C'est un homme diminué physiquement et moralement qui était reçu hier au ministère de l'Intérieur, place Beauvau. À sa sortie, après avoir reçu l'assurance que sa personne et son commerce seraient protégés, il avait finalement décidé de ne pas baisser le rideau de son établissement. C'était avant qu'on apprenne que Mohamed Abderrahmane avait été hospitalisé dans la nuit après une 4e agression. Depuis qu'il a repris en juin ce petit supermarché de Saint-Denis dans la cité des Francs-Moisins, le nouveau gérant a été battu 2 fois à coups de barres de fer et de battes de baseball, comme on le voit ici sur ces images de vidéosurveillance. Mercredi, un groupe d'une dizaine de personnes a inondé le personnel de gaz lacrymogène pour tenter de voler une caisse enregistreuse. Nous, on nous agresse parce qu'on ne baisse pas les bras, on ne les laisse pas voler. Et ça les dérange beaucoup, ces gens-là. Les langues commencent à se délier dans le quartier où des associations ont lancé une pétition pour défendre le commerçant. Selon beaucoup d'habitants, la peur avait poussé le précédent gérant à se taire et à accepter les vols commis par les jeunes sans broncher. J'ai entendu dire, de toute façon on a abattu OD, on les a mis faillite, ceux-là on va les faire pareil. Et ça franchement c'est dégueulasse. On n'a rien sur le tour, vous voyez rien. Donc on n'a rien sur la proximité, on va où? Pour d'autres résidents, cette série d'agressions serait liée en fait à des questions d'attitude. Le problème, c'est que ça vient de lui, ça vient de personne d'autre. Il a eu un problème avec eux, bah c'est normal qu'ils se vengent, les jeunes, faut pas croire. Faut pas les prendre pour des chiens, c'est des jeunes, ils ont besoin de travailler, ils ont besoin de discuter. Ce matin, le supermarché était ouvert, gardé par des policiers et des vigiles dont les effectifs ont été doublés. Selon les dernières nouvelles dont nous disposons, Mohamed Abderrahmane est soigné au Kremlin-Bicêtre en état de choc psychologique. Selon sa version, il aurait été agressé par un motard avec une arme à feu hier soir alors qu'il rentrait chez lui. Une affirmation que les policiers tentent actuellement de vérifier. Ici, donc, on est sur le quartier Crestino-Garcia, qui était un quartier très industrialisé jusque à la fin des années 70, même 80, et qui a subi une profonde mutation. Il y a eu le besoin de rénover en fait le quartier. C'était un quartier sur lequel il y avait l'équivalent de l'industrie de la roue, une industrie métallurgique très forte. Je vivais en appartement, entre guillemets, donc si on appelait ça un appartement, puisque on avait quand même, allez, on va dire l'équivalent d'une pièce et demie, donc sachant qu'on dormait tous dans la même pièce, on s'habillait tous dans la même pièce, enfin on faisait tout dans la même pièce. On avait un petit coin où on avait installé une gazinière et un lavabo juste pour pouvoir faire la vaisselle, donc c'est vrai que c'était vraiment petit pour 4 personnes. Suite à ça, donc on a eu un projet qui s'est présenté à nous sur des maisons écologiques. Donc bon, au départ on n'était pas très chaud puisque on s'est dit maison écolo, à la base on ne sait pas forcément ce que ça veut dire écologique. Donc on nous a un petit peu expliqué que voilà, c'était une façon de faire des économies par exemple par rapport à l'électricité, par rapport à l'eau. Là, c'est aussi dans un but, on va dire, social, qui est de dire, mais il ne faut pas que les loyers soient plus chers que ça, et il faut surtout que les personnes qui chauffent leur maison, elles ne passent pas la moitié de leur budget dans le chauffage, comme ça arrive, hélas, trop fréquemment dans l'habitat social. Donc la construction écologique, elle va d'abord faire attention à ça, c'est-à-dire une bonne isolation, par exemple, une récupération d'eau, c'est ce que l'on va trouver dans ces maisons, puisqu'on récupère l'eau de pluie et que l'on s'en sert pour les WC. Et puis ça va être après
tout ce qui est, on va dire, relatif aux matériaux, à ce qu'on appelle la perspiration, pas la respiration, mais la perspiration de la maison. C'est-à-dire, on sait qu'on produit de l'eau, de la vapeur d'eau dans une maison, donc on va essayer de faire en sorte que cette vapeur d'eau qui donne la sensation de froid, entre autres, et puis qui peut provoquer des dégâts dans les habitats, hein, quand on produit de l'eau à l'intérieur, vapeur d'eau, on fait de la cuisine, etc. Donc là, on va faire en sorte que cette eau puisse, on va dire, transiter vers l'extérieur. Voilà, l'avantage qu'il y a au niveau de l'écolo, c'est, je vous dis, par exemple, par rapport au télékiwi, le poêle à chauffer, c'est que c'est alimenté par du bois. Donc, sachant que ça chauffe pendant une demi-heure, et vous chauffez toute une maison, facile pendant 24-48 heures, quoi. Il y a eu effectivement un travail sur au moins 2 des parois de la brique de terre crue. Donc là c'est pareil, ça paraît original, mais en fait c'est des constructions assez traditionnelles. C'est vrai qu'en France, traditionnellement, on pouvait construire en terre, c'est un matériau premier qui coûte pas cher. Donc là c'est de l'argile, c'est de la terre argileuse qui a amené en fait, c'est pareil, SPL. Et l'avantage, c'est que ça provoque une grande inertie, c'est-à-dire que ça va pouvoir stocker en fait la chaleur et la restituer. Et puis c'est également très bon pour l'équilibre hygrométrique, hein, c'est-à-dire toujours cette histoire d'eau qu'il peut y avoir à l'intérieur d'une habitation, puisque ça va avoir tendance à absorber effectivement l'humidité et puis à la restituer quand on est dans des périodes un petit peu plus sèches. Enfin, il n'y a pas d'humidité, il n'y a pas de problème d'insalubrité. Enfin, moi, mes enfants perso, ça leur a changé la vie. Et puis, on vit bien, on est heureux, on est content, on a de la place. Voilà. Saint-Denis, en banlieue parisienne, le camp de Hanoul, coincé entre l'autoroute et une voie de chemin de fer. Une centaine de Roms installés depuis plus de 8 ans vivent ici dans des conditions précaires. Gheorghe vient de Roumanie. Il tient à nous montrer la maison qu'il partage avec ses 5 enfants. Dans un coin de la baraque, l'endroit où dort toute la famille. Le sommet européen sur les Roms, ils n'en ont pas entendu parler. Réticents face à la caméra, ils parlent d'une Europe qui les laisse de côté. Les Gitans, ils sont les plus, je sais pas, sortis de la société, c'est comme des déchets. Soumis en France au statut administratif des gens du voyage, les Roms sont désormais fichés en Italie. Une pratique jugée discriminatoire par les défenseurs des droits de l'homme. Jacques Barrot, qui est commissaire européen aux libertés, a indiqué récemment que cette pratique ne lui paraissait pas contraire au droit communautaire. Ça veut dire que l'Europe, au lieu de protester, va finalement donner sa bénédiction. Donc ça, c'est extrêmement grave. Ici à Saint-Ouen, toujours en banlieue parisienne, une dizaine de familles se sont vues offrir des conditions de logement plus décentes. Elles espèrent désormais une amélioration pour tous les Roms d'Europe. Là aujourd'hui, cette conférence va permettre de découvrir peut-être, c'est les prémices d'un projet, je dirais, d'une plus grande envergure. Depuis 2007 et l'élargissement de l'Europe à la Bulgarie et la Roumanie, des milliers de Roms se sont réfugiés hors de leurs frontières. En quelques secondes, au cœur de l'après-midi, des dizaines de policiers encerclent le parvis de cette église du centre de Saint-Denis. Beaucoup sont en civil. À terre, 7 suspects sont menottés. Ils sont soupçonnés de participer à un vaste trafic de crack. Le quartier est entièrement bouclé. D'autres dealers présumés sont amenés sur place. Ils ont été interpellés simultanément dans les rues avoisinantes. À Saint-Denis, le trafic se déroulait au grand jour dans tout le centre-ville. Le coup de filet a eu lieu à une heure de grande affluence, comme un message envoyé à des habitants exaspérés par la situation. Des déploiements comme ça, vous en voyez souvent? Là, c'est la première fois que j'en vois autant d'un coup sur le parvis de l'église. Et qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça très bien, que ça continue. On veut se sentir en sécurité à Saint-Denis, donc c'est très bien. Une opération de grande ampleur préparée depuis des mois qui s'est déroulée dans le calme. En tout, une centaine de policiers y participaient. Également sur place, 2 procureurs de la République. Aucune autorité n'a souhaité s'exprimer pour l'instant. De la drogue et de l'argent ont été saisis sur les suspects.
Sur les 26 personnes interpellées hier, 18 sont toujours en garde à vue actuellement. Merci de nous rejoindre pour cette première partie du 19-20, l'actualité à Paris et en Ile-de-France. Et tout d'abord, l'entrée en campagne des candidats à la présidentielle. Marine Le Pen tenait meeting aujourd'hui à Saint-Denis, un meeting qui a été perturbé par une centaine de manifestants. L'une de nos consoeurs a été blessée par un jet de pierre. On passe maintenant à la politique, l'entrée en campagne des candidats à la présidentielle. Marine Le Pen tenait meeting aujourd'hui en Seine-Saint-Denis. Elle organisait une galette des rois dans la ville où sont enterrés les rois de France, Saint-Denis. Un rassemblement qui a été perturbé par une centaine de manifestants opposés à la venue de la candidate FN. L'une de nos consoeurs de France 3 a été blessée par un jet de pierre. Patrick Ferrand avec Pierre Pachou. Patron national à Saint-Denis. La gauche a précédé la venue de Marine Le Pen à Saint-Denis. Dès la mi-journée, les manifestants battaient le pavé pour protester contre la présence dans la ville de la candidate du Front National à la présidentielle. Le Front National n'est pas un parti comme les autres, c'est un parti qui reste raciste, anti-immigré, et que dans une ville comme Saint-Denis, c'est une véritable provocation. Autre opposant proclamé à Marine Le Pen, le candidat du nouveau centre à la présidentielle, Hervé Morin, était lui aussi à Saint-Denis, avec femmes et enfants, mais pas pour manifester contre sa concurrente. Je n'ai rien de commun avec le Front National, mais pourtant, je pense que, voilà... Elle avance masquée. Oui, mais le débat, démocratique, il impose d'accepter tout le monde. Allez, votez Morin! Hors défilé, Hervé Morin se voulait en phase avec les manifestants contre les thèses du FN. Pointer du doigt comme facteur de difficulté pour le pays la diversité de la société française, c'est un mauvais message, parce que c'est un message qui ne mène nulle part. Dans l'après-midi, les manifestants sont arrivés sur les lieux de la réunion de Marine Le Pen, un site transformé en bunker. Des projectiles ont été lancés, blessant à la tête une journaliste de France 3, dans un climat de forte tension entre pro et anti-FN. Si vous n'êtes pas bien vous n'avez rien à dire. Vous retournez dans votre pays. C'est aussi mon pays, monsieur, parce que moi j'ai servi la France pendant 10 mois. Obligée de retarder son meeting, Marine Le Pen a réfuté toute difficulté pour elle à se déplacer en banlieue. Ce ne sont pas des habitants de banlieue, ce sont les nervis gauchistes, c'est pas tout à fait pareil. Est-ce que c'est la priorité, la banlieue? Non, la priorité c'est la France. Comme prévu, Marine Le Pen a coupé la galette, mais Saint-Denis, cité des rois de France, ne l'a pas sacrée reine de la présidence. On a Saint-Denis là. Ouais. Tu vas où? Ouais, rue piétonne. Hein? Là, ça sent la course-poursuite tout ça. Ouais, le hawa. Bon. Ouais, le hawa. Bon, ça sent la chasse, hein. Sarko. Oulala. Il est baisé. Ouais. Y'a pas les cafés à cheval ou quoi? Il est fou,
والله il est fou هذا والحوا الدواء على بالك. Modèle Street Lourd. Oh, c'est un reportage sur la banlieue. Un petit sourire pour la caméra, les gosses. C'est un reportage sur la banlieue. Ça y est, la Cité du cinéma est ouverte, le résultat de 10 ans de travail pour Luc Besson. Financement difficile à trouver, dépollution du site, pour lui, ce fut presque un chemin de croix. On a pas mal souffert pour faire exister cette cité. Mais je crois que c'était... D'abord, il y a une vraie logique industrielle derrière ça. C'est que nous arrivons du coup à produire nos films du début jusqu'à la fin dans un même lieu. Un lieu qui frôle le gigantisme. 180 millions d'euros de budget, 2 écoles de cinéma, 9 plateaux de tournage. Ici, on voit les choses en grand, et ça pour défendre le cinéma tricolore, car Luc Besson garde encore un goût amer de son exil forcé pendant le tournage du 5e élément. Je n'ai pas pu rendre service à toute cette industrie technique, tous ces gens qui depuis maintenant 50 ans aident les jeunes metteurs en scène, qui prêtent du matériel, qui donnent de la pellicule pour qu'on puisse faire nos premiers courts-métrages. Je ne pouvais pas leur rendre l'appareil pour une fois qu'on avait un gros film ambitieux de science-fiction. Les gros films, justement, commencent tout doucement à arriver. Cet été, des scènes des Schtroumpfs 2, de Tekken 2 ont été tournées dans la cité. Désormais, c'est au tour de Robert De Niro et de Michel Pfeiffer de jouer dans ce studio, mais interdiction de les déranger. Je ne rêve que d'une chose maintenant, c'est les metteurs en scène qui aujourd'hui ont 8, 9 et 10 ans, qui vont faire des chefs-d'œuvre dans cette cité. Cette cité leur est dédiée et j'espère qu'ils vont nous faire des beaux films. Ça représente une volonté de doter la région parisienne et notamment la Seine-Saint-Denis d'un ensemble de toute beauté qui à la fois sera un lieu de tournage, comportera des studios de répétition, accueillera des jeunes, organisera des événements. Donc je pense que ce sera un des phares de la vie cinématographique et culturelle française. Dans l'actualité également, on reparle de la question des camps de Roms. Cette semaine à Bordeaux, 2 de ces camps ont été démantelés par les forces de l'ordre. Il s'agissait de 350 personnes de nationalité bulgare. Selon les observateurs, beaucoup d'entre elles ont trouvé refuge dans d'autres squats alentours. Près de Paris, il y a quelques jours, une commune a pour la première fois décidé de porter plainte. Il s'agit de la ville de Saint-Denis, démarche qui vise, selon la municipalité, à tirer la sonnette d'alarme. Près de 700 personnes se massent dans plusieurs bidonvilles, situation inacceptable, dit-elle, la municipalité, pour les Roms eux-mêmes, mais aussi pour les populations qui vivent autour de ces camps. Enquête sur place, Hugo Clément, Loucric-Orient. Paris est à 2 pas. Juste derrière le Stade de France, c'est bidonville. Le refuge de centaines de Roms. Pour se chauffer, ils brûlent tout ce qu'ils peuvent trouver. Pneus, plastiques, matériaux. Et c'est la première chose dont parlent les riverains. Ce matin, moi je pars à l'école et voilà, je suis obligé de passer par ici. Et franchement, l'odeur, c'est insupportable. La fumée, c'est ce que je sens le matin quand je vous mets voler. La fumée, et puis même dans la journée. Cette retraitée vit à 150 mètres de l'un de ces camps. Et cette odeur de brûlé, elle ne la tolère plus. C'est une énorme déchetterie qui brûle sans arrêt. Il est impossible d'accepter que des êtres humains
hommes, femmes ou vieillards ou enfants, vivent dans ces conditions. Pour d'autres riverains, la présence même des Roms est devenue insupportable. Cette habitante s'est mise à photographier tout ce qu'elle constate. Les Roumains, qui sont de l'autre côté à la porte de Paris, passent sur le trottoir matin et soir, 2-3 fois dans la journée. Alors là, vous en voyez une qui arrive juste au bout de la piste cyclable. Et là, vous avez un piéton. Et là, il klaxonne. Quand il faut pour dire que nous, on parte. On dégage, qu'on laisse la place à la voiture. Beaucoup d'habitants parlent d'une délinquance en hausse depuis l'installation des camps. Impossible d'obtenir des chiffres auprès des autorités, mais dans le supermarché le plus proche, le vigile accuse les Roms. Au niveau des parkings, ils cassent toutes les voitures. Ça fait que les clients ont du mal de garer leur voiture au niveau du parking parce que à chaque fois, à chaque presque plus de 10-20 minutes, les clients viennent réclamer, les voitures sont cassées. Ils prennent tout, GPS, les valises, ils prennent tout ce qu'ils trouvent. Comment vous savez que c'est les Roms qui font ça? Il y a une caméra de surveillance, partout il y a la vidéosurveillance. On voit tout ce qui se passe, mais on ne peut rien. Les Roms le savent, ils ne sont pas les bienvenus dans le quartier. Certains n'ont aucune envie de nous parler. L'un d'entre eux accepte de nous répondre en présence d'un responsable d'association qui vient très souvent ici. Il dit on sait que les voisins ne sont pas contents, mais nous non plus nous ne sommes pas contents et nous n'aimons pas ces conditions. Les riverains ont déjà envoyé plusieurs lettres à la mairie de Paris et au ministère de l'Intérieur pour se plaindre. Des évacuations ont déjà eu lieu ici plusieurs fois, mais ces camps reviennent sans cesse. Celui-ci, par exemple, le plus récent, s'est installé au mois d'août. Dans ce quartier de Montreuil, les riverains sont dans la rue, mobilisés contre l'arrivée annoncée des Roms. On va empêcher les bungalows d'arriver. S'il faut, on se couchera dans la rue, si nécessaire, pour pas qu'ils passent. Car ici, pas question de bidonville. C'est la mairie qui veut installer des mobil-homes sur ce terrain. C'est-à-dire juste sous leurs fenêtres. Les bungalows, faut savoir qu'ils vont être là à 3 mètres. Hein. Donc à la limite, j'aurais à peine la possibilité de regarder dehors. C'est perdant pour les riverains et c'est perdant pour eux-mêmes. Surtout pour eux-mêmes. Il faut bien les mettre quelque part, les Roms. Soit. Mais il est nécessaire de choisir un endroit approprié qui soit gai, qui ne gêne pas l'environnement. Hypocrisie, répond la ville. C'est les mêmes personnes qui vont me sommer de trouver une solution à l'errance des personnes qui renversent les poubelles, qui vont trouver que les campements intermédiaires qui ont été mis en place dans l'urgence sont trop denses et qu'il y a trop de familles réunies et qui trouvent choquant qu'on installe de toutes petites unités avec 11 familles avec un suivi social. Selon les associations, les Roms seraient aujourd'hui 10 000 en Île-de-France, dont les 3/4 en Seine-Saint-Denis. À propos de lutte contre la délinquance aussi, c'est à la une du journal Le Parisien ce matin, la tentation du couvre-feu. La mairie de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, oblige 70 commerçants
à fermer dès 20 h. L'objectif est de lutter contre les trafics en tout genre. À Saint-Denis ce matin, Patrick Nénine et Julien de Saint-Phal. L'arrêté concerne 70 commerces. À 20 h précises, ils doivent tirer le rideau. La mesure a cours depuis le 1er août. Pour les commerçants, c'est l'heure du bilan. Propriétaire depuis 2 mois seulement, ce gérant de bar est touché de plein fouet par la mesure. J'ai eu une licence 4 de 6 h du matin jusqu'à minuit. Voilà, je suis là pour vendre de l'alcool ici. Ça fait depuis un mois, là, 8 ans en ferme. Là, mon chiffre d'affaires a baissé en moins de 70%. Cet épicier a tout simplement fermé son magasin. Avant 20 h, il n'y a pas assez de clients pour faire marcher son commerce. On a acheté il y a 3 ans, 70 000 €. J'ai une traite. Et puis on a fait des travaux, mais on travaille qu'un peu le soir. Alors depuis qu'on ferme à 20 h, on ne fait plus rien, on a fermé définitivement pour vendre. Un couvre-feu qui pourtant ne concerne pas tous les commerces du quartier. Certains bars et restaurants restent ouverts. La mesure est mal comprise. Ben, c'est pas en fermant les commerces à 20 h qu'ils vont arrêter de vendre de la drogue. En plus, ils disent que c'est pour l'alcool. Et pour l'alcool, je trouve ça pas juste parce que nous, on est fermés, tout ça. Et juste derrière, en face de l'église, ils sont tous ouverts. Ces commerçants sont soupçonnés de vendre de l'alcool illégalement, ce qui engendre des troubles sur la voie publique. La vie de quartier est devenue impossible pour les riverains. Le quartier de la Gare est aussi un haut lieu du trafic de drogue. Nous avions des commerces qui avaient une activité après 20 h qui n'était pas l'activité normale. Débit de boissons, vente d'alcool dans des épiceries ou dans des taxiphones. Les commerçants qui ne respectent pas l'arrêté s'exposent à une amende de 35 € jusqu'à la fermeture administrative. La mesure s'applique pendant 3 mois. Une bonne ambiance ici à la gare le soir. Ouais. Ouais, ça boit de partout, ça fume. Les voisins ils dorment pas. À minuit, tous les gens ils crient, ils boivent. Les voisins ils se plaignent tout le temps. C'est pour ça que les forces de l'ordre ils interviennent, ils ferment les commerces. Alors qu'ils ne devront pas fermer les commerces. Ils peuvent très bien trouver un autre moyen. C'est une concurrence déloyale, ça n'existe pas siesta. Alors expliquez-nous, il y a un arrêté municipal qui justement vous oblige à fermer à 20 h. Exactement. Vous expliquez pourquoi? Par rapport à tout ce qui se passe sur la route, ça ne nous concerne même pas. Donc vous êtes contre cette fermeture obligatoire à 20 h? Tout le monde est contre. Nous on l'a respecté pour voir ce que ça va donner. Ouais. Mais il n'y a rien qui a été changé, c'est encore pire. Toujours à 2-3 h du matin, il y a... Donc là, il y a de l'alcool, il y a de la drogue. Il y a de l'alcool, il y a des gens qui fument du shit. Je m'en fous, je les emmerde. On est parti voir la mairie, il n'y a aucune solution. Oui, nous, ce qu'on voit de notre fenêtre, c'est du trafic de drogue. On voit des gens s'échanger des sommes d'argent, on voit des gens rentrer dans des halls d'immeubles pour probablement aller s'approvisionner. On voit beaucoup de nuisances de type alcoolisation. Alors ça, c'est vraiment le plus pénible. Oui, bien sûr, je comprends la détresse des commerçants du quartier. En même temps, les commerçants qui sont plus en détresse sont les commerçants qui sont les plus nuisibles. De ce point de vue-là, s'ils sont effectivement asséchés, eh bien, c'est plutôt bon pour le quartier. Non, nous on n'est pas d'accord dans le sens où après 20 h on a envie que ce soit les commerçants ils ferment comme d'habitude à 23 h 30, minuit. Oui. Parce que ça, c'est pas normal. Bah oui, on en a besoin le soir. Du coup, vous allez faire quoi là maintenant? Oh, on se ferme la gueule, on n'a pas le droit. Parce que sinon on va passer la garde à vue pour rien du tout. Ah, c'est pas normal, voilà. Dans la ville de Saint-Denis, en banlieue parisienne, c'est la délinquance de rue qui empoisonne le centre de la cité. Le maire communiste a pris une mesure radicale, un couvre-feu pour les commerces. Ils doivent baisser leurs rideaux après 20 h. Reportage Hugo Clément, Hicham Rami. Il est 20 h, début du couvre-feu. Pour 70 commerces de ce quartier de Saint-Denis, il faut baisser le rideau. Ce patron de bar doit faire vite. S'il reste ouvert, il risque une amende et une fermeture administrative. Ça se passe que dans les pays de guerre en guerre, hein, c'est tout. Hein. À Saint-Denis, il n'y a pas la guerre à Saint-Denis. Et pourtant, la mairie estime qu'elle n'a pas eu le choix. Depuis début août, c'est elle qui impose et fait respecter la fermeture à 20 h dans le quartier de la Gare. Car avant cela, épiceries, coiffeurs ou cafés vendaient de l'alcool, souvent illégalement, jusque tard dans la nuit. Résultat, des clients bruyants et violents rendaient la vie impossible aux habitants. Il y avait beaucoup de groupes qui pouvaient stationner
aux abords des cafés notamment, qui au bout d'un moment pouvaient être un petit peu éméchés et s'agresser entre eux. Ça pouvait parfois finir en bagarre. Et si on passe à 4h à 3h du matin, les gens ils sont sourds, ils sont pliés en deux, puis il faut n'importe quoi, je vous avais dit. Ils attaquent à des vieux, à des belles femmes, à des machins, ils arrachent les sacs, ils arrachent les téléphones. Je trouve qu'il était temps il faut quand même fasse quelque chose. Alors le couvre-feu a-t-il porté ses fruits? Moi je pense personnellement que c'est beaucoup plus calme. Maintenant, j'espère que ça durera après tout. Pour constater nous-mêmes le changement d'ambiance, sans créer d'attroupement avec notre caméra, nous filmons discrètement après 20h. Le quartier semble en effet plus calme. Les restaurants, qui ont le droit de rester ouverts, n'attirent pas grand monde. Quelques petits groupes stationnent dans la rue. Ici, des policiers en civil effectuent un contrôle. Mais pas d'attroupement, de bagarre ou de nuisances sonores. Les 3/4 des gens qui étaient ici, qui se posaient autour de l'église, là, qui occasionnaient des nuisances et qui buvaient leur alcool sur la voie publique, c'est des gens qui n'habitaient même pas ici. Et ils sont partis là. Ah ben là, du coup, oui. On va dire qu'ils rentrent chez eux plus tôt. Mais cet apaisement a un prix. Et ce sont les commerçants qui disent le payer. Là, on perd 4 ans de temps sur notre journée et on perd plus de 70% sur notre chiffre d'affaires. On ne peut pas tenir. D'ici un mois et demi, c'est la fermeture. Ces épiciers aussi assurent qu'ils sont au bord du dépôt de bilan. Ils ne comprennent pas où est le problème de vendre de l'alcool après 20h. L'alcool, c'est autorisé. On n'est pas ici en Arabie Saoudite, on est en France. Je ne sais pas pourquoi on a appelé ça, c'est inadmissible. Il se prend au commerçant, il se prend renvoyer dehors. Il a qu'à mettre plein de policiers dehors et ils emmerdent de nous. De son côté, le maire communiste assume sa mesure, indispensable selon lui pour ramener le calme. Mais il assure ne pas vouloir nuire à la vie de quartier. C'est un arrêté en plus temporaire sur 3 mois qui nous permet un peu de calmer le jeu et de pouvoir réfléchir, y compris avec les acteurs commerciaux, la façon dont on peut faire du commerce, son business, bien évidemment, tout en respectant le voisinage. L'arrêté imposant la fermeture à 20h est en vigueur jusqu'à fin octobre. Mais la mairie a déjà prévenu, si les nuisances reprennent par la suite, elle n'hésitera pas à reconduire la mesure. Alors depuis plusieurs mois, les affaires s'accumulent et les raccourcis aussi parfois dans la cité phocéenne. Tentons d'y voir plus clair ce soir avec justement quelques idées. Marseille et sa violence, Marseille et ses effectifs policiers insuffisants. Où est le vrai? Où est le faux? Réponse Audrey Goutard. Pas de doute, Marseille est une ville violente. Les chiffres sont là, la cité est en tête pour la grande criminalité. 50 règlements de compte en France en 2012, la moitié à Marseille, avec 25 meurtres entre truands. La ville détient aussi le record du nombre de vols avec violence et de cambriolages commis par habitant. Marseille serait donc la ville la plus délinquante de France. Eh bien c'est faux. Si l'on prend les délits dans leur ensemble, elle n'en détient pas le record. Avignon, Nice, Saint-Denis notamment, subissent une criminalité beaucoup plus forte. La courbe commence même à s'infléchir. Les vols à main armée en baisse de 32% en 2012. Les homicides, moins 25%. Quant au règlement de compte entre truands, leur nombre n'a en fait pas évolué depuis 15 ans. Alors pourquoi ce sentiment d'insécurité ? Et ce sont des règlements de compte qui ont lieu généralement en plein jour, devant la population, parce que les cités sont au cœur même du centre-ville, que d'autre part il y a un usage d'armes de guerre, qu'il y a des enjeux politiques et que ça reste la deuxième ville de France. Run for cover, motherfucker.
back on before we start putting potholes in my lawn. Show my lawn, show my need a cigar. I need a ball, walk to my lawn, and the right songs to the village of the dawn. Touch my car lawn, making my car like her arm. I've been a superstar since Betty Cooper's raw. I'm lying, it's in the car. Thank you, oh thank you, you all are so wonderful. Catch your breath. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. On peut les applaudir bien fort, encore plus fort que ça. Bravo, bravo. Bravo aux juniors de la compagnie Le Mondier. Merci. Je m'appelle Antoine Schmitt et je suis artiste plasticien. Daylight Orchestra est une installation pour la ville, pour les fenêtres de la ville. C'est une symphonie visuelle pour les fenêtres de la ville. Et c'est une installation totalement participative dans laquelle si personne ne fait rien, il ne se passe rien. C'est-à-dire que c'est les habitants qui activent l'œuvre. Ils vont sur une page web, sur un site web, citylightorchestra.net. En fait, ça affiche une page blanche, entièrement blanche, qui clignote. Et donc ils mettent leur écran en plein écran et ils éteignent les lumières de leur appartement. Et du coup, la fenêtre devient un grand pixel qui clignote. L'intention principale, c'est de porter un regard différent sur la ville, de considérer la ville comme un grand système et de changer le regard qu'on peut avoir sur sa propre ville. Donc, de la transformer en un objet, un paysage visuel complètement différent de l'usage qu'on en a au quotidien. Ce qui m'intéresse dans les systèmes, c'est leur mouvement. Et le meilleur moyen pour moi de faire bouger une ville, en fait, c'était de faire changer, de faire bouger ses lumières. J'ai travaillé sur la pulsation des lumières, la pulsation lumineuse, et donc pulsation plutôt organique, qui renvoie aux pulsations du cœur, à la respiration, aux palpitations, à toutes sortes de mouvements organiques.
Par ailleurs, il y avait un côté architectural qui était vraiment intéressant aussi autour de la place. Il y avait trois côtés avec beaucoup de fenêtres de formes différentes, de types différents, qui créaient vraiment comme quelque chose de très plastique. Plus le quatrième côté qui était le collège, aussi architecturalement intéressant et qui permettait aussi d'avoir un lien différent encore avec le quartier à travers les élèves. C'est facile, tout le monde le fait, de mettre en lumière un bâtiment, de le faire pulser. Enfin, si on a les moyens, si on a un réseau à gros débit, etc. Et si, voilà, des projecteurs, etc. Donc, d'ailleurs, Antoine l'a fait, enfin, il a fait des projets comme ça. Par contre, là, en fait, c'est un projet, ce que j'aime bien dans ce projet, c'est justement sa fragilité, en fait. C'est-à-dire qu'il ne repose que sur le désir des gens à participer. Toute cette partie, comme je disais, fragile, aléatoire, comme la programmation d'Antoine Schmitt, justement, je la trouve très intéressante. Je travaille énormément sur les mouvements autonomes, donc les choses qui bougent toutes seules. Et en général, ça passe à travers la lumière, et donc en particulier les pixels. Donc des pixels qui bougent tout seuls, selon des dynamiques et des raisons, des causes très, très variées. Soit, on va dire, qui renvoie au niveau du mouvement, soit au mouvement lui-même, soit quand on va jusqu'au, on va dire, à la société, qui renvoie à des dynamiques sociales. Donc c'est un travail sur la dynamique sociale. Et parfois, quand c'est concentré sur les êtres humains, ça renvoie à la dynamique du mouvement en tant que tel de l'être humain. Ce qui est une particularité de la Plaine Saint-Denis, c'est que le monde du travail, donc les 60 000 employés qui viennent tous les matins, qui repartent le soir, dans ces grandes unités de bureaux, ce monde du travail est mixé avec l'habitat. Il n'y a pas eu une concentration de bureaux à un endroit et de l'habitat à un autre. En fait, c'est mélangé. Et justement, autour de ce petit lieu-là de Saint-Paul-de-la-Plaine, il y a plutôt plus d'habitat que de bureaux là. Donc sur le trottoir d'en face, les gens qui verront la croix, en fait, c'est ce qui va être reconstruit, parce que là il y aura une démolition, ce qui va être reconstruit c'est de l'habitat. Et donc on a prévu que sur le week-end, il y ait les activités de catéchisme et le dimanche, une messe tous les dimanches soirs à 18 h, ici dans ce lieu-là. Donc sur la Plaine, il y aura donc deux messes le dimanche, une à 9h30 à Sainte-Geneviève, une à 18 h à Saint-Paul. Il y a beaucoup d'étudiants qui passent et peut-être encore plus qui passeront, puisque là il y a l'IUT Paris 13 qui est juste derrière. Et comme vous avez peut-être vu tout à l'heure, quand il arrive un train à la gare du RERB, c'est un flot d'étudiants qui viennent par là. Il y a aussi des étudiants dans des écoles de vente. Il y a des écoles pour la vente dans les showrooms, il y en a une ici derrière. Pour ce monde-là, dès le matin, nous avons prévu que ce lieu soit ouvert et dès 8 h du matin et qu'on puisse servir un petit déjeuner, un petit café autour d'une page d'évangile. Les activités ont déjà commencé, elles seront relocalisées ici, mais nous commençons déjà dans les locaux de Sainte-Geneviève à accueillir des gens et à les aider à vivre leur vie chrétienne, donc à leur faire des propositions. Nous avons déjà 2 groupes qui sont en activité. Nous avons un groupe de travail qui a commencé depuis le mois de septembre, qui se réunit à peu près tous les 15 jours, une vingtaine de personnes qui mettent en place les activités. Actuellement, par exemple, toutes les activités de midi sont déjà en place. L'agenda hebdomadaire est déjà formé. Du lundi au vendredi, il y a des activités tous les jours qui sont prévues. Ce qui est apprécié, c'est le rôle de lien social que ce lieu va avoir.
Sur la plaine, les gens sont des nouveaux habitants. Et jusqu'à présent, il y a un déficit de rencontres, de lieux de rencontre, de liens sociaux. Donc en fait, ici, ça sera un lieu de rencontre entre différentes personnes. C'est-à-dire comment communiquer avec ces gens qui n'habitent pas ici, ce n'est pas leur paroisse ici, donc ils sont d'originaire d'un autre diocèse. Comment leur faire signe en disant vous pouvez sortir de votre bureau à midi, venir prendre votre sandwich ici autour d'une page d'évangile. Il y aura des célébrations de la messe à midi 15, 2 fois par semaine déjà en tout cas. Voilà. Alors ça c'est un défi sur lequel on est attelé. Donc voilà, il y a un travail à faire là. C'est une pierre de Comblanchin, c'est une pierre de Bourgogne. C'est une des pierres les plus dures qu'on peut trouver au niveau densité en pierre calcaire. Ici, une des choses qui m'a particulièrement plu, c'était cette démarche contemporaine, d'esthétique contemporaine dans un cadre religieux, dans un cadre d'église. Je trouvais que le renouvellement du vocabulaire était intéressant, était passionnant. Oui. Une église, une architecture religieuse est un sujet qui pour un architecte est très particulier parce qu'avec l'habitat c'est peut-être une des formes d'édifices les plus anciennes et qui donne lieu en tout cas à une réflexion très singulière pour cette raison. On est obligé de travailler avec des signes ou des figures d'espace qui sont très très anciens et qui sont incontournables. De l'extérieur, on voit un signe très ancien, la croix, qui est en suspension au-dessus du vide, un peu posée comme une broche, mais exactement, je dirais, à l'intersection des deux rues, c'est-à-dire au carrefour, visible de très loin. Quand on rentrera dans l'église, on reverra un deuxième signe, qui est l'autel, lui voué à la consécration, qui sera dans le même matériau. Particulièrement une croix qui est vraiment c'est vraiment le signe, et j'ai pu le voir ici à travers l'intervention de passants. Ça nous rattache à l'histoire de l'Église. Et c'est vrai qu'à l'intime, j'y suis aussi attaché. Et participer au chantier du cardinal, oui, pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Quand je pense à ma ville, je pense à le lieu qui m'a accueilli quand je suis arrivé de l'Afrique. Et je pense à la ville où j'ai résidé pendant maintenant 51 ans. Quand je pense à ma ville, je pense à notre marché. Quand j'y vais, le mélange que je vois, c'est très impressionnant. Et puis on écoute des langues de tous les pays. On ne comprend pas ces langues-là, mais on se comprend en français. Ça, c'est merveilleux.
Quand je pense à ma ville, je pense surtout à mon quartier en fait. Mon quartier, c'est vraiment le lieu où je vis en fait, rattaché dans un ensemble qui est Saint-Denis. En fait. Quand je sors de chez moi, je croise beaucoup de voisins, de gens que je connais, et ça c'est quelque chose qui est vraiment agréable d'ailleurs. Quand je pense à ma ville, je pense à la basilique. Ce que j'adore, c'est le tombeau des rois. J'étais en CM1 ou CM2 et puis on a été le visiter. Les tombes étaient magnifiques, puis on n'entendait pas un son. Si on ne parlait pas, c'était le silence complet. C'est ce qui m'a le plus bluffé, entre guillemets. Vraiment silencieux. Du côté du canal, j'aime bien ce coin. Quand il fait beau, c'est magnifique d'aller faire une promenade là-bas ou d'aller lire, prendre un livre et lire. On est en paix là-bas. Moi, je viens d'un pays où on ne peut pas aller dans un jardin, prendre un livre et lire. Alors qu'ici, je peux prendre mon livre, rester assise 1 heure, 2 heures, 3 heures. Personne ne m'incommode, personne ne me dit quoi que ce soit. Quand je termine, je m'en vais. Le marché, donc j'y vais tous les samedis matins en fait. C'est un endroit que j'aime beaucoup parce que c'est très convivial en fait, que ce soit avec les commerçants ou que ce soit avec les clients en fait de ce marché. Le marché de la Plaine et la médiathèque Don Quichotte sont les 2 endroits que je fréquente le plus, où je vais régulièrement, que ce soit pour lire les journaux, que ce soit pour chercher un film ou un documentaire, et que c'est important que ce soit un bâtiment central de la vie d'un quartier en fait. Moi qui suis percussionniste, j'adore les sons qui sortent de nulle part, qu'on peut inventer nous-mêmes, enfin faire de la percussion humaine. Et puis aussi, j'adore c'est apprendre des notes, faire des sons avec notre voix. Et pour moi, je pense que c'est important d'aller au conservatoire parce que c'est une raison de nous instruire encore en plus. Ce que j'aime faire dans ma ville, c'est travailler avec les autres pour faire en sorte que chacun se sent à l'aise dans cette ville-là. Et parce que c'est une ville mixte, c'est une ville où il y a plusieurs nationalités et j'aime cette ville. Je suis prêt à faire tout pour que cette ville vive, garde sa saveur, continue à partager cette ville, continue à tisser le lien social, parce que ça me semble important. La ville de Saint-Denis, j'aime bien, j'aimerais finir mes jours. Dans 20 ans, ma ville, elle sera plus verte, avec plus de technologie, et je pense que déjà les travaux seront finis. Ma ville dans 20 ans, j'espère qu'elle aura plus de moyens de communication, plus de tramways, plus de métro, plus de pistes cyclables, et j'espère que tout le trafic, notamment routier, sera peut-être atténué. On a une belle ville. Une ville vraiment un mixage extraordinaire. Il faudrait qu'on prenne cette ville comme un enfant. Saint-Denis, c'est une ville rare dans le monde. Il faut beaucoup voyager pour trouver la même. Plus de 10 ans que je viens ici. Lycée Sugère de Saint-Denis. Je viens et je repars.
le paysage aperçu de loin par les fenêtres d'une salle de classe. Les maisonnettes, les immeubles des Francs-Moisins. À l'arrière-plan, les structures du nouveau quartier qui dépasse. Les pylônes du grand stade, les immeubles de bureaux. Un paysage périphérique, hétéroclite, en mutation. Et devant moi, dans cette classe, les adolescents qui vivent là. Une phrase entendue ou pensée, je n'aimerais pas vivre là. Le désir de me confronter à cette distance. L'envie d'aller à la rencontre des gens qui habitent ici justement. De savoir ce qu'ils vivent là. Ne plus les regarder de loin, ne plus les regarder de haut. Je suis venue ici au 24 10e mois 99. Ça fait au moins 15 ans. Et j'ai une maman de 3 enfants et 4 moulins en route. Et je suis veuve depuis 2008. Là-bas, il n'y a pas beaucoup d'étages. Chez nous, c'est limite. Pas plus de 3. Quand on est venu dans un quartier qu'on ne connaît personne au début, bon, c'est pas facile. Mais après, petit à petit, c'est bien. Ici, c'est les grands jardins de la cité pharmacie. S'il fait beau, toutes les femmes de la cité, nous, on s'assied ici, on met les draps, on s'assied toute la journée, toute l'après-midi. De 16h jusqu'à 18h, des fois jusqu'à 21h, s'il fait beau. Entre les filles. On mange, on cause entre les femmes. Il y en a qui ramènent même des gâteaux, tout. On parle, ouais, surtout hier, on est parti parler la journée des femmes qui était passée. Ouais. Égalité homme-femme. Le bruit des fromages, ça sera des motos. C'est des motos. Des motos. Parce que tout à l'heure, à partir de 16h jusqu'à 21h, tout le tour des bâtiments, c'est des motos. On dirait que c'est des cascadeurs. Surtout s'il fait chaud, la nuit jusqu'à 1h, 2h du matin. À part les motos, il n'y a rien qui me dérange. Il y a de belles images au Franc-Maçon. Bon, des fois, quand je regarde les fenêtres, je vois mes amis ils passent. Des fois, je dis, oh, tu vas où? Oh, voilà. Il y a des fleurs avec des arbres qui sont derrière là. C'est bien aussi. C'est une belle image. Quand les trains quittent à la plaine pour partir à la Courneuve, on voit, c'est de belles images. C'est de belles images. Comme ça. J'ai trouvé beau comme ça. Parce qu'on n'attend pas le bruit, on voit seulement. C'est bien. Non, j'aime bien Franc-Maçon. J'aime bien Franc-Maçon.
J'ai vraiment besoin que les gens changent les mentalités. Et je veux aussi changer les maisons. Pas l'extérieur, c'est l'intérieur. Voilà. Oui, oui. Oui, Pharmacie, c'est bien. Tu peux venir habiter ici, c'est bien. Voilà. Je viens de la Roumanie. Je suis arrivée en projet d'insertion en France depuis 2006. C'est fatigant pour moi de fréquenter ce quartier parce que en même temps, comme j'ai les enfants à l'école, j'ai 6 enfants, c'est dur de préparer tout pour eux. Faire à manger, j'ai pas le temps pour tout quoi. Je vois l'angoisse de personnes parfois qui quand je passe à côté, et ça me reste tout le temps dans la mémoire. Des personnes qui commencent à crier, de dire sale gitan, de jeter des trucs, des pierres, n'importe quoi ce qu'ils trouvent. Je vois l'angoisse dans la mémoire. Et c'est de ça que j'ai peur, mais autre chose, ça me fait pas de peur. Quand j'ai vu la première fois à l'école, j'étais contente parce que je me dis, ils ont toutes les conditions pour jouer, pour retrouver des amis. Il y a une image que j'aime bien, c'est voir les enfants jouer et crier, rigoler. Ça fait du bien d'entendre parfois les gamins comme ils rigolent. On dirait que le quartier est un peu vivant. Il y a des mères qui se croisent parfois dans la rue. Alors du coup il dit ça va, tes enfants vont bien. Ça fait du bien de voir que quelqu'un parle gentiment quoi. Je les amène au terrain à côté du PMI et il y a le grand parc jusqu'à côté. Après je peux me regarder à côté du marché. Il y a un magasin jusqu'à côté, un magasin romain que je fréquente énormément. La plupart des Roms, ils le connaissent. On a l'occasion de rencontrer des gens roumains, on parle avec eux, on discute parfois de temps en temps. Et c'est bien parce qu'on se trouve là-bas et on partage un peu ce qu'on fait pendant la journée. À côté du village de Fort-de-l'Est, il y a des jardins. On a parlé déjà avec les gens et ils étaient très sympas, très accueillants. Ils étaient très chaleureux avec nous.
Parfois, je regarde. C'est joli dans l'extérieur. Moi, j'ai adoré. J'ai dit, waouh, ça me rappelle de chez nous, quoi. Quand j'étais petite, j'ai aidé ma mère pour mettre des choses dans la terre, des choses comme des légumes. Quand je vois des personnes faire ça, on dirait que c'est moi-même qui fait l'autre travail dans la terre. J'aime bien les pommes quand ils commencent à fleurir. J'aime bien l'odeur de la forêt. Et ça fait plaisir, ça reste de souvenirs. C'est comme en Roumanie. Je disais, bah tiens, venez chez nous. J'aimerais bien que je trouve un logement qui soit un quartier plus calme. Il y a beaucoup de tranquillité. En 93, parce que je connais bien la zone aussi. J'ai fréquenté beaucoup par ici.
suis pour la première fois et je suis vraiment émerveillée de savoir qu'il y a une église à côté de mon travail où je pourrais venir pour les messes en plus à midi. Elle a été ouverte il y a 1 an. C'est ce que je viens d'apprendre au cours du repas que nous avons eu ensemble après la messe à 12h30 avec le prêtre et avec ceux qui voulaient rester pour le repas. Nous avons eu un texte sur la résurrection et nous avons pu discuter autour de ces textes et échanger aussi, de se connaître, et je trouve ça très très bien et j'aimerais bien de ramener plus des personnes de notre travail ici parce que je suis persuadée qu'ils ne connaissent pas qu'il y a l'église juste à 5 minutes et des bureaux. Ça me permet de m'évader du bruit et des problèmes de travail de la journée et ça me permet de me recentrer, de prier, ce que je n'ai pas forcément le temps de faire dans la journée. Et même parfois chez moi à la maison. Je suis agréablement surprise parce que cette ouverture vers le jardin et vers la lumière et vers la ville de l'hôtel, je trouve ça admirable. Et cette ouverture vers le monde extérieur, très intéressante. Et l'église, elle est très lumineuse. Ya boy, vai, yo, filmagem. Niga, fala aí. Ya boy, você não é filmagem. Bandido. Caia, Paquitoto. Niga, fala aí. Faz o mesmo! Plane! Vai todo mundo lá! Plane! Essa é o nós! Yo, quem é plane? Vai levantar a mão! Quem é plane? Filma, vê o filme! Donc il y a eu il y a maintenant 1 an et demi un concours pour le mobilier liturgique de Saint-Paul.
Patrick Berger, l'architecte, avait choisi de ne mettre au concours que le tabernacle et la croix, et de dessiner lui-même l'autel. Un peu par contraste avec cet autel, les différents autres éléments du mobilier liturgique devaient être assez légers, assez lancés, on va dire. Le choix que j'ai fait au moment du concours, c'est de dire, c'est un choix finalement sur le matériau, principalement, pour deux raisons. La première, c'est que je pensais, il me semblait important qu'il n'y ait pas trop de matériaux dans le cœur de l'église, et que donc il fallait certainement que le tabernacle et la croix aient en partie le même matériau que l'autel. Aussi également que j'avais l'envie pour ce projet de travailler avec mon frère Antoine, qui est tailleur de pierre. Donc au moment du concours, j'ai réintroduit des socles en pierre, dans la même pierre évidemment que l'autel, qui est une pierre de Bourgogne, un Comblanchien. Et puis, à la différence du reste du mobilier liturgique dessiné par Patrick Berger, deux éléments très importants dans la symbolique du mobilier liturgique, que sont la partie principale du tabernacle et évidemment la croix, vont introduire deux éléments en bronze doré, qui est très beau parce qu'il est, dans le fond, il ne peut être travaillé qu'artisanalement. On voit que ces deux éléments ont été travaillés par un ferronnier d'art, par quelqu'un pas du tout été fabriqué comme on fabriquerait aujourd'hui une pièce en aluminium ou en acier, mais au contraire ont été formés à la chaleur, ont été polis, ont été travaillés comme on le fait depuis toujours. Et cette grille, là aussi en bronze doré découpé, a été dessinée par un motif de croix ancienne, qui est un motif que l'on retrouve en particulier dans la basilique de Saint-Denis, dans certains éléments métalliques, en particulier créé au XIXe siècle par Viollet-le-Duc, par l'architecte Viollet-le-Duc. Voilà, donc on réintroduit là dans la porte, dans cet ensemble très abstrait, à la fois un élément figuratif, un élément de l'histoire, on va dire, et puis quelque chose évidemment qui réintroduit une échelle beaucoup plus à l'échelle de la main de l'homme, en quelque sorte, presque une pièce de joaillerie, en quelque sorte. Kayaman Project in the street, yeah. Oja kaya lang. Harapan in the street, in the plane. Yeah, non-stop. No paper stone. 24 sa 24. Bandido. Vai, vai. Pula, lleve, acúdeme. La ville de Saint-Denis a arrêté en novembre 2014 un projet de PLU, plan local d'urbanisme.
D'importantes évolutions des règles urbaines en découleront. Ce plan marquera le futur visage de la ville, ses constructions, ses moyens de transport et sa circulation. Découvrons tout d'abord la carte de destination des sols. Elle marque 8 zones principales obéissant à des règles d'urbanisme particulières. Espaces verts et minéral, c'est-à-dire les espaces verts publics et privés, et les places structurantes. Zones d'activité économique, soit des activités dont l'industrie, mais pas d'habitation. Une zone économique, correspondant aux zones tertiaires, des bureaux mais pas de logement. Une zone économique mixte, des bureaux et activités mais pas de logement. Zone urbaine mixte, des logements, des bureaux, des activités non nuisantes. Zone portuaire, zone le long du canal dédiée aux loisirs et au transport de matériaux. Tissu traditionnel, des logements, des bureaux, des commerces, mais sur des parcelles plus petites et des immeubles plus bas. Zone pavillonnaire, comme son nom l'indique, se compose de pavillons. L'ensemble des équipements publics et collectifs ainsi que les commerces sont autorisés sur toute la ville. Le PLU de Saint-Denis s'est fixé 3 objectifs structurants qui lui sont spécifiques. Le premier objectif est de redonner sa place au centre-ville en valorisant, diversifiant et requalifiant les commerces, tout en luttant contre l'habitat insalubre. Il est également nécessaire de retravailler les différentes entrées urbaines du centre-ville pour le rendre accessible à toutes et tous. Le deuxième objectif de ce PLU est de valoriser et préserver le patrimoine. La ville a réalisé une étude patrimoniale afin de protéger d'autres bâtiments que les monuments historiques. Il peut s'agir d'immeubles d'habitation, de pavillons ou d'anciens bâtiments industriels. La mairie de Saint-Denis a identifié 300 lieux sur lesquels des règles de protection et de mise en valeur spécifiques ont été établies. Le troisième objectif est de construire une trame verte et bleue. Il s'agit de valoriser des parcs et jardins existants, d'en créer de nouveaux et de les relier entre eux par des liaisons douces. Développer un réseau de pistes cyclables pour favoriser le déplacement à vélo et exploiter les voies navigables avec la création d'une navette fluviale et de ports. Le PLU impose également des principes réglementaires de construction. Le premier principe est la densification. Densifier ne signifie pas construire plus, partout et n'importe comment. L'idée est de permettre de construire de façon plus économe en foncier et de renforcer dans le respect des quartiers existants l'intensité urbaine de la commune. Par exemple, la hauteur de la construction dépend de la largeur de la rue. Plus la voie est large, plus la construction peut monter haut. Un autre principe est que la hauteur de l'immeuble dépend de la distance par rapport aux limites de propriété. Plus on se rapproche des limites de la propriété, plus le bâtiment doit être bas. Plus on s'éloigne, plus le bâtiment peut s'élever. Un troisième principe énonce que la hauteur dépend de l'environnement urbain. Si on construit en limite d'une parcelle déjà entourée d'un immeuble qui a un petit jardin à l'arrière, alors l'immeuble ne pourra pas s'élever sur plus de 3 niveaux en limite de parcelle. Il pourra ensuite s'élever un peu plus à condition que les étages supplémentaires se reculent de la limite de propriété. L'immeuble construit se fera alors en escalier afin de ne pas porter une ombre trop forte sur le jardin adjacent. Enfin, les distances minimum par rapport aux limites de parcelles dépendent de l'utilisation des pièces concernées. Pour une chambre ou un salon, on s'éloigne de la limite de parcelle. En revanche, pour une cuisine ou une salle de bain, on peut se rapprocher des limites de parcelle. Le PLU inscrit la ville de Saint-Denis sur des projets de construction durables, avec pour toutes les futures constructions en toiture terrasse, des toits végétalisés d'au moins 30% de la surface. Rendre accessibles aux habitants les toits terrasses pour en faire des espaces de jardinage et de convivialité. Enfin, installer des hôtels à insectes. Le PLU favorise et réserve des espaces pour l'arrivée des futurs transports en commun. Le tramway T8, les lignes 14, 15, 16 et 17 du métro Grand Paris Express, la création de nouvelles gares et stations et la réhabilitation des gares existantes.
Le PLU accompagnera le développement des pistes cyclables, ainsi que les couloirs de bus pour favoriser leur circulation. La ville apaisera les grands carrefours urbains, ainsi que les grandes fractures autoroutières. Enfin, un grand projet de construction de ponts habités aura lieu au-dessus du faisceau ferré à Pleyel. Le PLU propose de grandes transformations à tous les habitants de Saint-Denis pour améliorer leur habitat, leur déplacement et leur quotidien. Populaire, c'est bien parce que c'est neuf, c'est les nouveaux bâtiments. Dans tout le quartier, il y a que du neuf. Hein. C'est vraiment sympa, c'est tout neuf. C'est un quartier, mais tout le monde se connaît. Le quartier social, c'est bien. Vraiment sympa, quoi. Je suis pas déçu. Bibliothèque, marché, médiathèque, école. Sur Paris, c'était des petits studios très chers. Les logements sont vraiment grands. Nous avons de l'espace. Les voisins sont sympas, c'est super. Une vue, c'est sympa. Les loyers sont moins chers. C'est très agréable à vivre. Les gens sont très agréables. Les prix n'étaient pas chers pour acheter. Ici, la ville se construit. Nous sommes à 2 pas de Paris. Quelle ville construisons-nous aujourd'hui ? Très souvent, quand les personnes s'installent dans un nouveau logement, elles ont tendance aussi à légitimer leur choix. Et on appelait les premiers habitants les pionniers, étaient surinvestis dans la vie du quartier pour essayer de lui donner une histoire, pour essayer de le faire vivre et mettaient très fortement en avant ses atouts fonctionnels. Ils appellent cela le Grand Paris. Pourtant, tout semble dire qu'ici, ce n'est pas Paris. On a l'impression vraiment d'être dans un nouveau quartier. Et du coup, un quartier qui fait un peu, à première vue, mort. Il n'y a pas d'histoire vraiment, c'est tout neuf. Ces rues n'ont pas d'âme, n'ont pas d'histoire. Peut-être qu'elles manquent d'âme. On est obligé de se déplacer dans les autres villes pour pouvoir faire nos courses. Les petits commerces de proximité manquent énormément. Il nous manque encore des choses, je pense. Une petite vie de quartier qui manque. C'est des immeubles à perte de vue. Les gens, je pense que quand ils rentrent, s'ils rentrent vraiment chez eux, il ne se passe rien. Mais à un moment, il faut aussi un peu varier le paysage. Saint-Denis, ville fleurie, nous on a les pancartes. Les fleurs, elles sont sur Saint-Denis. On n'a pas de banque assez proche. À la banque, mais je veux pas me balader. Où sont les lieux du lien ? Ça va, c'est sécurisé, c'est bien. On recherchait la sécurité, surtout pour nos enfants. C'est vraiment très calme, c'est sécurisé. Quand on est dans un espace très ordonné, ça incite insidieusement à avoir un comportement plus cadré. Donc on ne va pas s'autoriser les mêmes choses dans l'espace public. Que les gens puissent franchir l'entrée du parc sans avoir une barrière à passer. C'est toutes ces dimensions qui vont permettre effectivement d'être dans un rapport plus libre à l'espace et puis à la rencontre avec les autres et la possibilité d'éprouver soi-même le lieu où on est. Ville sans corps, ville au cordeau.
Quand on a ces habitudes parisiennes, qu'on est à 2 minutes du métro, c'est beaucoup plus facile pour le métro. Je suis à 10 minutes de Paris, quoi. Je fais toutes mes courses sur Paris. Les habitudes, elles sont sur Paris. Je prends le métro sur Paris, c'est ça mon réflexe. Jeune de 24 ans comme moi, oui, je préfère. C'est sûr qu'il y a plus de choses pour moi sur Paris qu'ici pour l'instant. Continuer à aller sur Paris parce qu'il n'y a rien à faire ici. Dans un premier temps, les habitants peuvent en avoir un regard positif, mais le risque est toujours là, dans un deuxième temps, que les gens qui le peuvent finissent par partir, ne trouvant pas assez de sources de plaisir au quotidien pour habiter ici, et vont finir par aller ailleurs. Et ne restera que les populations captives. On s'était donné un 3-4 ans pour voir l'évolution des choses. Et les commerces petit à petit s'installent, ils vont venir, mais ça mettra un certain temps. On espère que ça va venir, quoi. Plus de commerce, de petits restos, de petits bars, de quelque chose qui amène une convivialité. Et puis pourquoi pas un cinéma? Je pense qu'il faut laisser un peu le temps et puis je pense que dans du coup 1 ou 2 ans ce sera très étudiant donc il y aura quand même plus de vie. Et on attend surtout l'ouverture de la fac, quoi. Ça, je pense que ça va donner un coup de jeune. On a bon espoir par rapport à l'arrivée prochaine du campus. 2018. Je pense qu'il y a des bonnes choses mais ça tarde. La ville a toujours évolué, mais effectivement, l'absence de considération des traces et des investissements humains, de tous ces détails qui font que on se sent appartenir à la vie humaine qui se perpétue, et donc on peut se projeter dans l'avenir. Grand Paris, grand stade, grands ensembles. Ne voit-on pas trop grand pour nos vies minuscules ? Dans ces zones de bureau, c'est plutôt austère. Les gens arrivent le matin, repartent le soir. Le premier contact n'est pas très serein. On vient ici juste pour bosser et puis on repart. Je trouve ça très moche, très froid. J'ai trouvé qu'il s'y passait pas grand-chose. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont ouvertes le soir. Le week-end, il n'y a rien. Je ne cache pas aussi avec l'a priori de Saint-Denis. Le projet initial, il y avait toute une logique de perspective, d'ouverture vers l'extérieur. Il y avait vraiment un travail, il y avait un projet de territoire, un projet économique et politique. Et l'idée, c'était justement de ne pas faire ce qu'on a fait. Donc après, avec le Grand Paris, avec la métropolisation, il y a eu quand même un effet, c'est une petite partie d'un tout. Avant, c'était une partie pour elle-même. Les trajectoires sont sans écart. Ici, on pointe. Ça, c'est un quartier d'affaires. Ça va être un quartier d'affaires. C'est comme un quartier d'affaires. Ça construit beaucoup, il y a beaucoup d'entreprises qui s'implantent. Je pense que ça a bien changé le quartier. Bien changé. L'accès est rapide, c'est facile. Très accessible. On a l'impression un peu d'être dans deux mondes différents. Finalement, on a ce quartier neuf qui est très entreprise. Sans habitants, je ressens moins la partie habitants et la partie un peu plus populaire où on ressent bien la notion d'habitants présents depuis longtemps. J'avais l'impression qu'à la fois c'était très neuf, à contrario des endroits très anciens, riches, forts d'histoire.
Par exemple, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on se sent un petit peu déconnecté de Saint-Denis-Ville, ici. On y va assez peu. La cantine. La cantine d'ACCF. Nous, on vient du premier bâtiment, on vient déjeuner dans le deuxième bâtiment. On s'éloigne rarement. Et que là, Ouais, c'est vrai on va pas très loin. Sur le papier, c'est mélangé. Sur le papier, on est sur un quartier qui a de la mixité fonctionnelle. Sauf que dans les faits, c'est les uns d'un côté, les autres de l'autre. Il y a des choses qui sont véhiculées sur ces territoires, des choses qui sont, je pense, en très grande partie très fausses. On n'est pas là pour le territoire, on est là pour aller dans le bureau. La ville résonne de l'écho de nos vies cloisonnées. Très propre, très policé et peut-être un petit peu plus sécurisant. Donc la propreté, c'est ce qui m'a frappé dans un premier temps. Il est très propre. Beau quartier propre. Quartier propre, moi j'aime beaucoup. Je sais pas, il faudrait rendre l'espace un peu moins, je sais pas, c'est propre. Bah là, il n'y a aucune raison qu'on s'arrête. Enfin, il y a vraiment une logique de, oui, c'est comme un couloir de circulation en fait. On a effacé complètement tout ce qui était le passé social, historique, politique de ces quartiers-là. Et qu'au final, il n'y a rien dans l'espace pour qu'on s'arrête, pour qu'on se l'approprie. À côté, la ville lumière. Ici, la nuit, on éclaire au néant. On a le minimum vital. On a le minimum vital, voilà. Une médiathèque plus proche. De mixité au niveau des bâtiments. Moi j'aimerais bien une poste, j'aimerais bien une boulangerie. C'est ma carte bleue qui est contente. Moi je rêve et je dis que pourquoi pas. On ne sait plus où on est, on ne sait plus quand on est. Oui, bah, ça veut dire du coup que l'esthétique qui est donnée dans le quartier, dans le lisse, dans le tout propre, dans les vitres qui brillent, etc., bah, c'est ce qui est aussi voulu par des grands groupes comme ça. C'est qu'il y a une correspondance entre ce côté propre et lisse et l'image qu'ils veulent véhiculer. Je pense voilà, qu'il y a une correspondance entre l'esthétique qui existe ici et l'attente de ces groupes-là par rapport à leur image, par rapport à ce qu'ils veulent donner à voir à l'extérieur. Nous construisons les villes de demain, les villes du futur. Mais quel lieu les hommes sont-ils censés habiter aujourd'hui ? Rien de nouveau. En fait, les pompiers, ça sert à rien, elle va cramer. Ouais, elle va cramer, ouais. Et tu vois, il y a encore des émeutes dans les banlieues. Ouais, c'est clair. Il y a même plus en sécurité sur le tour. Ça se trouve, il a pris un cocktail Molotov, le mec, va savoir. Je sais pas pourquoi les... Ah bah ouais, ils sont obligés. Non, mais pour longtemps, je trouve qu'il y a un peu de temps dans le temps. Ah oui, ce sens-là. C'est sans la fenêtre de la voiture. Ah, d'accord.
Non, je pense que ça n'a pas de... Il est où le... Il est où les réservoirs? Avec la fumée. Ouais, c'est clair. Heureusement qu'il s'est arrêté juste avant. Putain, t'imagines le bordel? Ah ouais, dans le tunnel, c'était une catastrophe. Heureusement qu'il s'arrête et dans le tunnel, c'était une catastrophe. Avec une balle de qui explose une voiture. Je sais pas, c'est une 20 minutes que ça explose. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'ils n'arrêtent même pas sur le côté. Il y a longtemps que je me suis arrêté avant de traverser la route. Le mec qui roule à côté. Par contre, c'est pas bon pour celui qui allait au bout, là, sur le périph', sur le SFC Saucet, Florial, Courty. Quartier Est. Arrosez-les si vous voyez que c'est bourbier. Si c'est bourbier. S'il y a drap, sortez les mortiers. Sortez les mortiers. Arrosez-les si vous voyez que c'est bourbier. Si c'est bourbier. S'il y a drap, sortez les mortiers. Sortez les mortiers. Des mois et des sommes. C'est trop bon et tu veux des tonnes. Chacun son bord. Et déjà mon Smith et Wesson. Encore une fois, j'ai raté, c'était pas la bonne. Alors SFC, on va t'allumer si tu dépasses les bornes. Maintenant arrosez si vous osez. C'est plus le temps, je suis déjà posé. T'as niqué tes bords et t'es dosé. C'est Florial, Courty, ouais ça le fait. Othello avec Piccolo. Je peux rien vous dire, c'est déjà trop tôt. La frappe remonte dans ton cerveau. Je suis avec Cadelito en hélico. J'ai besoin de personne. La concu, je l'assomme. Tout ce qu'on veut, c'est des sommes. Tu ne tâtes pas, moi je te sonne. Smith et Wesson, négro, pourquoi tu trembles? Pour du Jean-Jean, tu peux perdre ta jambe. Braco, négro, enfile les gants. Ressens le plan, canon sur la tempe. Envoie Jean-Jean, SFC gang, oui c'est bien ma provenance. Lève le dedans, ne tâte pas dans tes dents. Obligé que tu la sortes, négro, tu seras en sang. S'il y a embrouille, on est plus de 300. Car un blême pro, on rentre dans le bâtiment. Le trappe plus puissant, tu fais la main, je vire, mais pour un billet, tu la sanglant. Négro, j'ai la dalle. Dans tous les cas, je vais te grailler. Tu parles d'en bas, mais je suis déjà en haut. C'est juste une histoire de tailleux. Négro, t'es de la merde, t'es trop cailleux. Cailleux, tu parles trop, tu mérites des balles. Je laisse aucune merde, j'ai la dalle. Le charbon est calme et fait parler les flammes. C'est pas le 14 juillet, mais là je suis déjà en pétard. Le temps c'est de l'argent, mais la mort n'attend pas. Ne pas dire ce que tu ne fais pas. C'est pas de ma faute si tu plies pas. On sort les femmes, y'a pas de débat. PSK de la sepi, t'auras pas de tout part. Si tu veux nous tacler, dis-toi c'est trop tard. On est arrivé, vous êtes toujours dans le départ. Fini les rêves, dis bonjour au cauchemar. Le monde part en coup de pour nous, tout est permis. Ferme ta gueule, c'est là je te l'ai permise. Sur ce, je suis venu pour faire du sale. Je n'ai rien à dire au tribunal. Chez nous, on vit entre les deux yeux. Donc vas-y, range-moi ton pare-balles. T'as beaucoup d'amis derrière l'écran. T'as beaucoup d'amis sur FB. Mais quand faudra mettre les gants. Combien d'amis il va te rester? Combien? Des peuples ont des tractions. On te rafale tout ça pour du bifton. Contrôle de poulet à la tête. Je m'en bats les couilles, j'ai tout mis dans mon caleçon. Pour du champ, on t'allume. Madame l'OPJ, je dirai rien. Remettez-moi dans ma cellule. Faut que je sois sur le raté demain matin. Je rafale de tout part, ta meuf aime les tous pas pour s'en faire, c'est trop tard. Je finirai par All-Star, au tisson dans 2 heures, mon tis c'est gros bâtard. Faut que j'appelle mon baveux pour pas qu'il soit en retard. Je veux pas aller au star après de ce bâtard. Arrosez-les si vous voyez que c'est bourbier. Si c'est bourbier. S'il y a drap, sortez les mortiers. Arrosez-les si vous voyez que c'est bourbier. Si c'est bourbier. S'il y a drap, sortez les mortiers. Ouais. Ouais, je lâche.
l'ai menotté. Ah, il a menotté. Le voilà. Menotté, j'ai sauvé. Ça ouf. Il est menotté. Ouais. Wallah, ça ouf.